Jean-Marc Bigois, je suis délégué régional du mouvement associatif de Bretagne et je vais, non pas animer, mais je vais présenter en tout cas les intervenants de cet après-midi sur cet atelier qui s'appelle l'accès au financement pour les petites associations. Il y aura deux intervenants principaux cet après-midi, Armel Collin de la Ligue de l'enseignement du Morbihan et Adèle Bellardi de France Active Bretagne. D'accord. On fera d'abord une intervention de Armel sur les différentes possibilités de financement autant public que privé, et puis après un temps de questions, et après un temps avec Adèle Bellardi sur les outils financiers qui sont proposés par France Active Bretagne. Mais avant de commencer, je vais laisser la parole à Gwendoline qui va vous expliquer l'outil Zoom. Je pense que vous êtes tous initiés maintenant à cet outil, mais au cas où, on préfère vous dire comment ça peut fonctionner, en sachant qu'on va prendre vos questions par chat au fur et à mesure, et qu'après, on va les noter, et on va vous relancer derrière pour que vous puissiez les poser directement. Je te laisse la parole, Gwendoline. Merci Yannick. Oui, en effet, juste un petit point technique pour vous informer que la visioconférence est enregistrée. Donc du coup, vous pouvez laisser votre caméra ouverte ou la couper si vous ne voulez pas apparaître. Mais en effet, voilà, l'idée est aussi de garder une trace de ces visioconférences. Donc voilà, je vais juste partager mon écran rapidement sur les explications de Zoom. Donc en effet, pour activer, désactiver votre micro déjà, parce que peut-être qu'on vous donnera la parole quand vous aurez vos questions, mais en effet, on vous donnera la parole. Pour activer, désactiver votre vidéo, c'est à côté, donc tout se passe vraiment en bas de votre écran. Vous pouvez aussi ouvrir la liste des participants qui s'affichera en haut à droite. Et on vous invite en effet à poser vos questions, vos réactions, vos remarques tout au long des présentations qui seront faites pour ne pas les oublier aussi et puis pour alimenter le débat en ouvrant la petite bulle là où c'est écrit « Converser ». Et à des moments, voilà, si vous partagez les propos qui sont tenus ou si vous trouvez ça bien, il ne faut pas hésiter à réagir avec un petit clap pour dire bravo ou un petit pouce qui veut dire super. Voilà pour ça et c'est à peu près tout pour moi. Je vous souhaite du coup un bon atelier et je reste en appui si besoin. Très bien, on va commencer tout de suite avec Armel. Les propos sont denses, hein, il y a beaucoup d'informations qui vont vous être données, donc ne vous inquiétez pas, le support va vous être après distribué, il sera mis sur le site des assises hein, dans l'onglet ressources, mais voilà, on va laisser Armel commencer, et après n'hésitez pas donc à réagir, non pas directement peut-être pour ne pas interrompre Armel, mais par chat, et on prendra donc les questions comme je vous ai dit. À toi Armel, et merci. Merci Yannick. Donc, bonjour à tous. Peut-être avant que je commence et que je me présente et que je parte sur mon diaporama, est-ce que Gwendoline, tu peux lancer le petit sondage qu'on avait prévu de faire pour en fait voir un petit peu combien d'associations présentent aujourd'hui étaient employeuses et combien étaient uniquement des associations de bénévoles? Alors, le sondage est en cours, Armel, du coup, ça répond toujours, donc j'attends, on a à peu près une trentaine de personnes qui ont répondu là, donc on est 43 en tout. Donc voilà, je le laisse en ligne. Encore quelques secondes. Alors, j'espère que ça s'affiche bien chez tout le monde, sauf bien sûr chez ceux qui sont co-animateurs, vous ne pouvez pas répondre. Parce qu'on voit qu'on est à peu près moitié-moitié. Alors oui, en effet, il y a une répartition là, du coup, où il y aurait 53% d'associations employeuses et 47% d'associations non employeuses. Donc, on est à peu près, en effet, moitié-moitié. Je mets fin au sondage. Moi, je vais partager. Voilà, c'est visible pour tout le monde maintenant. Je te laisse, Armel, du coup, te présenter. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Armel Collin. Je suis chargée de mission vie associative à la Ligue de l'enseignement du Morbihan.
vais un petit peu rapidement vous présenter la Ligue de l'enseignement du Morbihan. Donc, c'est un réseau associatif qui est présent avec une fédération dans chaque département. Donc, c'est près de 30 000 associations locales qu'on accompagne au quotidien. Avec au niveau de la Bretagne, donc sur la Bretagne, on est 4 fédérations, une par département. C'est environ 850 associations qui sont affiliées à la Ligue de l'enseignement. Donc 70 000 adhérents qui sont accompagnés par nos services. Et c'est environ 90 salariés dans chaque répartie sur les 4 fédérations. Donc au niveau du département du Morbihan, on a une spécificité, c'est qu'on a un label. Au niveau du centre de ressources à la vie associative, c'est-à-dire qu'on est labellisé CRIB par l'État. Donc, CRIB, c'est le centre de ressources et d'information des bénévoles. C'est dans ce cadre-là que nous accompagnons toutes les associations du Morbihan sur toutes les problématiques qu'elles rencontrent. Donc, aujourd'hui, moi, je vais vous parler des différentes sources de financement pour une association. Donc, c'est très dense, les sources de financement. Donc, je vais essayer d'être rapide et je vais essayer aussi de ne pas vous perdre en cours de route. Donc, Yannick, tu me diras quand il y a vraiment quelques questions ou si les personnes s'interrogent et tout, puisque moi, je ne vois pas le reste du Zoom. Donc là, aujourd'hui, il faut que je vous fasse connaître les différentes sources de financement pour une association, qu'elles sont employeuses ou pas d'ailleurs, puisque c'est souvent les associations de bénévoles qui ont besoin d'être accompagnées dans ce cadre-là. Comment donc vous donner les moyens de pouvoir aller chercher les fonds dont vous avez besoin. Et aujourd'hui, j'ai trouvé important, vu la situation, de vous parler du numérique et de comment utiliser les outils numériques pour aller chercher des financements. Donc, les différents types de soutien que peut rencontrer une association, on va avoir du soutien matériel, on peut avoir du soutien humain aussi, donc il ne faut pas l'oublier parce que le mécénat de compétences, souvent, on n'en fait pas appel ou beaucoup d'associations ne le connaissent pas et pourtant, c'est quelque chose qui existe et qu'on peut solliciter notamment quelquefois à travers sa banque. Il ne faut pas hésiter à solliciter nos partenaires quotidiens. Certaines entreprises, certaines banques, des grands organismes peuvent mettre à disposition des associations des salariés pendant quelques heures dans la semaine ou dans le mois. Donc, il ne faut pas hésiter à leur faire appel. Mais aujourd'hui, moi, je vais vous parler principalement du soutien financier. Et donc, au niveau des associations, les grands types de financement, ça va être soit du financement privé, soit du financement public. Et pour commencer, donc avant de vous parler des différents types de financement, je voulais vous faire remonter ce petit sondage qui avait été fait par l'enquête paysage associatif, c'est avec Viviane Chattonog, donc où on voit vraiment là, sur l'espace de la dernière décennie, on voit les financements, donc vous voyez en haut, c'est tout ce qui est public. On va avoir de la commande, de la subvention, et puis donc on voit qu'on passe de plus de 50% à aujourd'hui, on est à un tout petit peu plus de 40%. Et par contre, dans ce temps-là, la proportion des financements privés qui augmente. Donc, ça montre bien qu'aujourd'hui, les associations, il faut qu'elles aillent chercher des financements bien souvent privés pour pouvoir mettre en œuvre leurs projets. Et on va voir que dans ce même temps, au niveau de tout ce qui est financement public, on voit que la commande publique qui était à 17% au tout début des années 2000, aujourd'hui, on arrive sur les 25% de nos financements qui sont de la commande publique. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas à négliger et on va en parler un peu plus loin, justement, de cette commande publique. Au niveau des types de financement, j'ai voulu les scinder en 3 groupes, ce que je vais appeler les ressources internes. Donc, c'est les moyens qu'on va pouvoir développer au sein de son association pour financer les projets, les financements privés et les financements publics. Tout ce que j'appelle, moi, ressources internes, sont les adhésions, ce qu'on appelle aussi les 6 manifestations, les ventes de produits ou de services, tout ce qui va être location de matériel ou de salle, les dons et les libéralités, les quêtes sur la voie publique et bien évidemment, la dernière ressource, ce sont les produits financiers.
Lorsque je parle d'adhésion, donc l'adhésion, c'est la contribution financière que peut demander une association à tout partie de ses membres. Donc, il faut savoir que ce n'est pas systématique. L'adhésion, elle peut être gratuite. Et il faut bien faire attention à séparer l'adhésion de la cotisation qu'on va verser pour l'activité que l'on fait au sein de l'association. Puisque l'adhésion, c'est vraiment, on adhère à l'association avec, il y a un tarif qui peut être identique pour tout le monde ou qui peut être fonction de l'âge des adhérents, ça peut être plus ou moins cher si c'est un jeune ou un adulte. Il peut y avoir des gratuités en fonction des situations familiales et tout ça, mais c'est vraiment bien à séparer de tout ce qui est prestation, puisqu'en fait, l'adhésion, si l'association est reconnue d'intérêt général, l'adhésion peut être considérée comme peut permettre une réduction au niveau du fisc. Donc voilà, donc moi là je voulais justement au fur et à mesure que je vous montre les différents types de financement, je voulais aussi vous montrer comment on pouvait utiliser le numérique pour optimiser justement sa recherche de financement. Il faut savoir qu'aujourd'hui il existe des outils d'adhésion en ligne. Si vous avez un site internet, vous pouvez très bien aller à partir de votre site internet en utilisant des sites comme Helloasso, Asso Connect ou d'autres sites Cotisasso. Enfin, il y a plusieurs sites comme ça qui existent. Vous pouvez avoir des liens directement de votre site internet vers ces outils numériques. Ces outils numériques, une fois que vous les aurez paramétrés, c'est eux qui vont gérer toutes vos adhésions avec la possibilité de paiement par carte bancaire. Ça vous évite justement des formulaires papier, ça vous simplifie quand même beaucoup, surtout qu'avec par exemple des partenaires comme Helloasso ou Asso Connect, ils vont vous accompagner, il y a des services techniques qui vont vous accompagner pour mettre en place vos formulaires d'adhésion. Donc voilà, donc ce qui est important, c'est aussi de penser, on a des adhérents, ce qui est important, c'est de penser à les remercier, ces adhérents, parce qu'on adhère à un projet, il faut laisser aussi la place de chaque adhérent dans l'association et surtout, il ne faut pas oublier d'inviter ces adhérents aux AG, de leur faire part des différents événements de l'association, parce que c'est eux qui font vivre au tout départ notre projet associatif. Un autre type de ressources internes, c'est ce que j'ai appelé les 6 manifestations. Donc, chaque association peut organiser 6 manifestations par an. Ces manifestations doivent être différentes de l'objet statutaire. Donc, elles sont exonérées d'impôts. Évidemment, ça ne doit pas devenir une activité économique, ça ne doit pas être prépondérant dans l'association. C'est vraiment pour financer le projet de l'association. Dans le cas, évidemment, où on dépasse ces 6 manifestations, où ça devient vraiment une activité économique, dans ce cas-là, bien évidemment, ces manifestations sont soumises à impôts comme aux impôts commerciaux, comme toute structure. Autre type de ressources internes, c'est la vente de produits ou de services. Donc, les associations peuvent vendre des produits. Je vais prendre l'exemple de la petite association sportive qui décide de faire des t-shirts avec les logos du club de hand, de foot, de basket ou autre, pour justement pouvoir financer les rencontres des jeunes et tout ça. Donc, il faut savoir que c'est tout à fait… c'est un moyen qui existe pour financer le projet. Il faut bien se rappeler, pareil, l'activité doit vraiment être accessoire. On ne va pas créer un site internet en ligne où on va vendre des t-shirts du club de hand parce que, voilà, pour financer, il faut vraiment que ça reste accessoire et que ça soit destiné aux adhérents ou aux proches, à ceux qui soutiennent le projet de l'association, quoi. Un autre type de ressources, donc important aussi, puisqu'on l'a vu pendant le premier confinement, on nous l'a assez répété,
le français donne facilement sur des projets associatifs. Donc, les associations peuvent recevoir des dons, donc ce qu'on appelle des dons manuels, c'est-à-dire que ce sont des dons qui sont effectués de la main à la main, qu'on ne passe pas par un notaire, donc c'est pas soumis au niveau du… il n'y a pas obligation de passer devant un notaire, c'est pas soumis aux impôts et tout ça. Par contre, ce qu'il faut bien retenir, c'est que toutes les associations peuvent recevoir des dons, mais par contre, pour délivrer des reçus de dons, il faut être reconnu d'intérêt général. Donc, s'il y a des questions tout à l'heure par rapport à ça, je développerai peut-être un peu plus. Là, en fait, je ne vais pas trop le développer, on verra par la suite. Et ce qui est important, c'est que pour collecter l'argent, il faut en demander. Il ne faut pas hésiter sur votre site internet, aujourd'hui, on a les réseaux sociaux qui nous permettent de communiquer. Il ne faut pas hésiter à faire appel aux dons, en fait, sur présenter votre projet, faites appel. Parce que pour que les personnes donnent, si on ne demande pas, en fait, je pense que les gens ne viennent pas automatiquement donner de l'argent comme ça. Il ne faut pas hésiter, c'est demander, faire appel aux dons, c'est quelque chose qui passe très bien, en fait. Donc, justement, par rapport à tout ce qui est dons, c'est pareil. Vous avez des outils numériques qui vous permettent de vous aider dans la collecte de dons. Et donc, pour les points d'attention là que j'ai relevés par rapport aux outils que vous pouvez utiliser, c'est faire attention aux différents frais. Donc, éventuellement, puisque souvent ces outils, donc qui sont aussi des bases de données, vont récolter l'argent pour vous. Donc, faites attention sur éventuellement des frais bancaires ou des commissions qui peuvent prélever sur les dons qu'ils vont récolter. Sur justement l'utilisation des données qu'ils récoltent. Et puis après, donc c'est vrai que je vous reparle là de… si après j'ai un petit moment, je pourrais aller montrer éventuellement tous les outils numériques que je vous présente et tous les sites dont je vous parle à la fin de mon diaporama. Donc là, je vous reparle de certains sites et je reparle souvent des mêmes. C'est vrai qu'en avant, je mets souvent Helloasso, puisqu'en fait, Helloasso, ça a été vraiment conçu pour répondre aux besoins des associations. Et la spécificité d'Helloasso, c'est que c'est gratuit pour les structures et c'est gratuit pour les personnes qui versent, les personnes physiques qui versent éventuellement ou qui utilisent Helloasso au titre des adhésions et tout ça. Eux, ils fonctionnent uniquement justement sur le don aussi des personnes physiques ou des personnes morales. Et c'est vraiment un site qui a été conçu pour, donc pareil, ça vous permet d'avoir un accès depuis votre site internet. Il suffit d'avoir, vous avez un petit bouton qui, hop, il y a écrit don sur votre site et les personnes cliquent et elles ont automatiquement accès sur les bulletins d'adhésion, sur les bulletins par contre de dons, qui sont gérés sur Helloasso et c'est Helloasso qui va gérer, pareil pour Asso Connect, sauf que sur les autres, en fait, vous avez des frais de gestion de vos outils. Ça ne veut plus avancer. Si, voilà. Un autre type de ressources internes sont les donations et les legs. Donc, il faut savoir que les donations et les legs, c'est très spécifique, c'est vraiment uniquement réservé aux associations reconnues d'utilité publique, les associations cultuelles aussi, donc les associations en lien avec les cultes. Donc, je ne vais pas tout détailler, mais donc, en grande majorité sur le territoire français, on va retrouver tout ce qui est association reconnue d'utilité publique. Et donc, pour être reconnues d'utilité publique, ce sont des associations qui ont un rayonnement national, qui ont plus de 3 ans d'existence. Donc, il faut savoir qu'il y a au final très peu de structures qui peuvent être reconnues d'utilité publique. Donc, ces associations-là, elles peuvent recevoir des donations et des legs sans que ça soit soumis à impôt. Les autres structures, si vous recevez une donation, c'est super, sauf que c'est bien souvent soumis à plus de 60%, je pense, aux impôts. Après, un autre type encore de ressources internes, c'est les quêtes. Donc, c'est l'appel à la générosité du public
Les quêtes, c'est vraiment très, très spécifique. On va voir le type d'association qui pratique les quêtes. Ça va être par exemple la Croix-Rouge. On a l'habitude de les voir à certaines dates. Elles sont sur la voie publique pour récolter des fonds. Donc, il faut savoir qu'on n'est pas autorisé, vous n'êtes pas autorisé à aller faire des quêtes sur la voie publique. C'est vraiment très, très, pareil, très spécifique et réservé à très peu d'associations qui peuvent faire des quêtes sur la voie publique. Autre type de produit financier, c'est en fait votre trésorerie excédentaire. Vous pouvez très bien la placer, moi je l'entends souvent, les associations n'ont pas le droit de faire de bénéfices, les associations n'ont pas le droit d'avoir de l'argent et de le placer. Tout ça, c'est des idées reçues. L'association ne fait pas de bénéfices puisqu'on insiste bien là-dessus. Par contre, l'association peut faire et je dirais doit faire des excédents. Finir ses années à zéro ou à moins tout le temps, c'est compliqué si on veut développer le projet et si on veut éventuellement un jour justement embaucher ou créer de l'emploi pour bien évidemment, on ne va pas aller jouer en bourse avec avec les fonds de l'association, mais les placer sur des livrets, sur certaines SICAV, c'est tout à fait autorisé et c'est même, c'est bien. C'est la preuve d'une association, d'un projet qui vit et qui se développe. Donc, je ne sais pas, Yannick, si on fait une pause avec quelques questions ou si je continue après sur tout ce qui est financement privé. On peut faire une petite pause si vous voulez. Si vous avez des questions à poser directement à Armelle, vous pouvez y aller si vous voulez. Dites-moi. Non. C'est bon? On peut continuer? Bon. Du coup, je continue. Allons-y. Donc là, je vais vous parler maintenant des financements privés. Donc, au niveau des financements privés, on va retrouver tout ce qui est sponsoring ou parrainage, si on parle en français, mécénat, les fondations, le financement participatif ou crowdfunding en anglais. Et on va retrouver aussi donc la banque. Alors la banque, je vais peut-être moins la développer puisque après Abdel interviendra en tant que sur tout ce type de financement, donc je vais un petit peu moins le développer là dans mon diaporama. Donc au niveau du mécénat et du sponsoring, la différence entre les deux, c'est que le mécénat, c'est un don sans contrepartie. Aujourd'hui, il est toléré à peu près 25%, c'est-à-dire qu'une entreprise, par exemple, qui vous fait un don, c'est ça le mécénat, hein, c'est des entreprises qui vous font un don. Elle peut vous demander que, si elle vous fait par exemple un don de 1 000 €, elle peut vous demander 250 €, une publicité sur votre site internet, une publicité sur vos plaquettes et tout ça, mais ça ne doit pas dépasser 25% des sommes qu'elle vous verse. À la différence, le sponsoring, c'est vraiment une prestation de service, c'est de la communication, de la publicité. Le sponsoring, on le rencontre beaucoup dans tout ce qui est association sportive. L'exemple très parlant, quand vous regardez un match de foot, vous allez voir le stade tout autour, vous voyez il y a du placard, il y a de la pub, et c'est ça le sponsoring en fait. C'est la structure pour se faire connaître verse de l'argent, mais en échange, il y a une prestation de publicité. Et dans ce cas-là, le sponsoring, donc c'est soumis à l'impôt, c'est une charge pour l'entreprise. Et l'entreprise, il y a une facturation, c'est une prestation, donc il y a une facturation entre l'association et le sponsor, tandis que le mécénat, c'est un don. Donc, si l'association est reconnue d'intérêt général, elle pourra faire un reçu de don à l'entreprise qui, elle, pourra déduire donc à hauteur de 60% de ses impôts. Donc, les différents types de mécénat, donc je ne vais pas trop revenir là-dessus non plus puisque j'en ai parlé un petit peu.
le mécénat, ça peut être autant au niveau matériel qu'humain que financier. Donc, il ne faut pas oublier tous ces types de mécénat. On peut solliciter les entreprises. Faut oser quelquefois. Enfin, faut aussi être vigilant parce que l'entreprise, qu'elle soit bien aussi dans les valeurs que porte l'association. Voilà. Après, un autre type de financement, je vais parler là un peu des fondations. Alors, j'ai fait un petit aparté sur la différence entre fondation et fonds de dotation. La fondation, c'est une ou plusieurs entreprises qui vont affecter des ressources pour, dans le but de reverser ces fonds à des œuvres d'intérêt général à but non lucratif. Et par contre, les fondations, c'est des personnes physiques ou des personnes morales qui affectent certaines ressources à la réalisation d'une œuvre d'intérêt général. Un fonds de dotation peut être sous forme donc associative, personne morale associative, tandis qu'une fondation, ce sont des entreprises qui se regroupent pour affecter des ressources. Et donc, on va retrouver… Donc, moi, là, je vous ai mis plusieurs sites. Les fondations, il ne faut pas hésiter à aller les solliciter parce qu'il y a de l'argent dans les fondations. Et il y a la fondation, si vous voulez, donc il y a la Fondation de France qui héberge beaucoup de fondations. Donc, il faut aller consulter ce site et faut faire le tri par rapport à ce qui est déjà le projet de l'association. Donc, si on est dans l'humanitaire, si on est dans l'environnemental, l'éducatif, donc voilà, on se met… Le site est très bien fait. Hein, on va chercher fonction du domaine, de notre domaine de compétences. Et après aussi, faut être vigilant. On ne va pas appeler… enfin, moi, personnellement, je dirais que si on œuvre dans le domaine de l'environnemental, aller faire appel à la Fondation Total, ça peut ne pas passer, surtout si il faut mettre le logo Total sur notre site, sur toutes nos plaquettes. Je pense que ça ne passe pas. Donc, il faut quand même être vigilant quand on va solliciter les fondations. Je pense qu'il faut quand même, si on est salarié ou on est juste un bénévole en charge d'aller rechercher des financements, on en parle avec le conseil d'administration et on valide par le conseil d'administration le fait d'aller solliciter telle ou telle fondation. C'est quand même hyper important. Après, je vous ai mis 2 sites que j'ai trouvé très intéressants. Donc, ça serait bien qu'un jour, au niveau de la Bretagne, on ait ce type d'outil. Je suis allée chercher un outil qui est dans les Hauts-de-France, enfin, dans toute la région Hauts-de-France, qui s'appelle Appel à projet. Donc, cet outil est principalement destiné à la région Hauts-de-France, mais vous pouvez aller le consulter. Vous allez voir que vous avez accès à des appels à projets qui sont sur le territoire national aussi. Donc, ça peut être intéressant comme outil de recherche. Et un autre outil qui a été mis en place sur les Pays de la Loire, pareil, un super outil d'accompagnement au financement pour les associations. Et c'est pareil, donc principalement, on va retrouver des appels à projets à destination, sur la région Pays de la Loire, mais aussi accès à des appels à projets sur tout le territoire français. Donc voilà, peut-être qu'un jour, on aura aussi, nous, sur la Bretagne, ce même outil, ce serait super. Autre type de financement privé, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le crowdfunding en anglais, donc le financement participatif, le financement par la foule. Donc là, c'est un type, ça existe depuis déjà quelques années, mais ça se développe de plus en plus. C'est un type de financement qui peut très bien marcher ou ne pas marcher du tout, mais qui peut super bien marcher si c'est très bien préparé. On ne le fait pas n'importe comment, ce type de financement, mais j'ai vu des projets qui sont nés par justement ce type de financement et ça permet quelquefois d'aller lever des fonds assez importants. Donc pareil, là, les plateformes, aujourd'hui, il en existe une multitude. Après, toujours pareil, on va aussi, là, il y a différents types de plateformes, donc on est vigilant. On se renseigne sur le type de plateforme qu'on va solliciter.
par rapport aux valeurs qu'on défend, par rapport à la structure et tout ça. Et puis après, on regarde par rapport aussi au coût, au fonctionnement. Et toujours pareil, moi j'ai un peu mis en avant Hello Asso par rapport à la gratuité, par rapport à l'accompagnement technique et tout ça. Et puis le fait que Hello Asso est spécifique, toujours, c'est un outil pour les associations. Donc, et puis avec un accompagnement, une équipe qui est vraiment très disponible. Voilà. Donc, autre financement privé, c'est la banque. Donc là, je ne vais pas vraiment en parler puisqu'Abdel va intervenir sur tout ce type de financement après mon intervention. Donc, il faut savoir qu'on peut aller négocier, qu'on peut avoir des emprunts, qu'il existe de la finance solidaire. Donc, Abdel interviendra sur tout ce qui est France Active tout à l'heure. Ne pas hésiter quelquefois par rapport au projet que l'on porte, par rapport à nos valeurs, à aller solliciter les cigales ou tel type de structure. Voilà, donc maintenant je passe sur le financement public. Yannick, c'est bon, il n'y a pas de questions, pas de... Si, il y a une question, peut-être qu'on peut faire juste une petite pause pour que Monsieur Driano, là, vous avez une question, je vous laisse la poser directement si vous voulez. Oui, oui, merci. Du coup, j'ai pris le micro. Je voulais attirer l'attention sur le mécénat, dont j'ai bien noté et d'ailleurs vécu l'importance importante que ça a pris récemment dans le financement de bon nombre d'associations. C'est en tout cas notre cas à nous, puisque ça pèse de façon importante. Et je dirais que l'année 2020 a été quand même assez exceptionnelle et atypique, puisque beaucoup d'entreprises qui étaient partenaires, même assez durables en termes de mécénat, ont interrompu leur contribution. Alors, les raisons sont diverses. Nous, on avait un événement festif qui n'a pas eu lieu, donc du coup, ça a interrompu totalement. Mais il y a sans doute d'autres aspects liés à l'économie, je pense, de ces entreprises. Et du coup, la question que je me pose, que je vous pose, c'est de savoir comment on va pouvoir redémarrer sur cette contribution dont je rappelle qu'elle pèse pour 42% dans certains cas d'associations. C'est les chiffres que vous avez indiqués et qui, à la fois pour des raisons économiques et puis peut-être pour des raisons d'interruption, va être peut-être difficile à redémarrer. Et là, pour le coup, comment mobiliser le numérique, je ne sais pas totalement. Bien sûr, Hello Asso, vous l'avez dit, c'est une très bonne solution pour faire des collectes, pour organiser des billetteries, pour voilà, tout ça. Mais est-ce qu'il y a des outils équivalents qui permettent d'essayer de cibler des mécénats? Je rappelle au passage que, par exemple, quand il s'agit d'impacter une entreprise comme Total, Orange ou des grandes boîtes, c'est souvent réservé à un certain nombre d'associations dont, en l'occurrence, nous ne faisons pas partie. Souvent, ça demande des dossiers lourds, complexes. Et voilà. Donc, il y a tout ce problème-là, un peu du redémarrage du mécénat. Je m'excuse, ma question est un peu longue, peut-être. Mais c'est tout à fait pertinent, effectivement. Aujourd'hui, on a tous des questions à se poser. Hein. De toute façon, c'est compliqué. Et puis, de toute façon, je vais y revenir vers la fin. C'est en fait, il faut être vigilant et savoir diversifier ses sources de financement. Après, quand on est une petite association, c'est toujours compliqué parce que monter des dossiers, c'est... Donc après, il ne faut pas hésiter non plus à solliciter des centres de ressources à la vie associative qui sont là aussi pour vous accompagner à monter des dossiers de subvention parce que éventuellement, on ne va pas le monter pour vous, on ne va pas rédiger votre projet pour vous, mais on peut vraiment être dans l'accompagnement là-dessus. Il ne faut pas hésiter à solliciter sur... donc, je ne sais pas sur quel département vous êtes. Roscoff, il me semble, non? Sur le 29, en fait, on est à Roscoff. Voilà. 29. Ouais, donc voilà, faut pas hésiter à solliciter des structures auprès de chez vous qui peuvent vous accompagner dans ce cadre-là. Et après, c'est vrai que tout à l'heure, je l'ai montré hein, sur les Pays de la Loire, sur les Hauts-de-France, ils ont créé des outils qui permettent aux structures d'aller chercher des financements, de faire un tri et tout ça.
nous, on n'a pas aujourd'hui ces plateformes numériques. Peut-être qu'un jour, la région nous accompagnera dans la mise en place de tels outils, on l'espère. Je croise les doigts. Je pense que c'est une très bonne initiative et il semble que ça marche bien dans ces régions-là, je crois, en tout cas. Bah oui, justement, oui. En complément, si je peux me permettre, Jannick Berel du Conseil régional de Bretagne a mis le lien vers le guide des fondations. Ils ont fait un excellent travail en 2019 sur un recensement des fondations qui pouvaient aider le monde associatif. Donc n'hésitez pas à le télécharger, il est sur le site du Conseil régional, elle a mis le lien là dans le chat. Tu peux continuer si tu veux, Armelle. Ouais. Donc maintenant, je vais finir par tout ce qui est financement public. J'ai remis rapidement la définition de tout ce qui était financement public. Donc, c'est des finances qui viennent de l'État, des collectivités, des fonds européens. Donc voilà, on était habitués il y a quelques années en arrière, les associations fonctionnaient beaucoup sur la finance publique, sur tout ce qui était principalement la subvention. Aujourd'hui, on l'a vu au tout départ, je vous ai montré la subvention, malheureusement, elle a tendance à diminuer petit à petit. Donc, dans les finances publiques, on va retrouver tout ce qui est subventions, donc commandes publiques, et également des aides particulières au niveau des CAF, des pôles emploi. Il y a différentes structures qui peuvent nous accompagner. Et aussi tout ce qui est financement européen. Alors aujourd'hui, je ne veux pas développer le financement européen parce que c'est hyper complexe et qu'il y a apparemment pour l'instant, il n'y aurait plus vraiment de... Il faut attendre la prochaine enveloppe, je crois, si j'ai bien compris, au niveau du financement européen. Donc moi, je vais vous parler là de subvention. Donc la subvention, c'est vraiment une aide qui est versée sans contrepartie pour financer un projet d'intérêt général. Donc ça, c'est hyper important. C'est vraiment, il n'y a aucune contrepartie. La structure publique, je vais dire, donc l'État, la commune, la collectivité, décide de soutenir ou de financer un projet, vraiment aucune contrepartie. Ce qu'on va retrouver au niveau des subventions, on va retrouver les subventions de fonctionnement, une subvention sur un projet, une subvention d'investissement. Donc, si on a besoin d'acquérir du matériel, souvent ou quelquefois au démarrage de la structure, on peut aller solliciter des subventions d'investissement. La subvention, c'est aussi les prêts de locaux. Il faut savoir que lorsque la mairie vous met un local à disposition gratuitement, c'est une subvention. La mise à disposition de fonctionnaires, aujourd'hui, il y en a de moins en moins aussi, c'est pareil. Ça diminue. Donc, l'inconvénient des subventions, bien souvent, c'est que on ne va surtout sur de la subvention sur du projet. Bien souvent, on aura mis le projet en œuvre ou s'il n'est pas terminé, il sera bien démarré avant qu'on perçoive justement ces aides de l'État ou des collectivités. Donc souvent, l'inconvénient de la subvention, c'est que ça va vous demander une avance de trésorerie. Après la subvention, on est libre, chaque collectivité est libre de vous la verser ou pas. Ça, c'est la règle. Et puis, chaque collectivité définit ses propres règles. Donc ça, c'est vraiment, on peut très bien une année percevoir une subvention, l'année d'après ne pas l'avoir. Donc il faut pas forcément l'attendre. Penser que chaque année elle nous est due et qu'on va la percevoir. Voilà. La demande de subvention. Donc aujourd'hui, pour beaucoup, la demande de subvention peut se faire sur le compte asso. Donc là, je vous ai mis pareil tous les liens. Donc voilà, donc il ne faut pas hésiter, si vous n'avez pas encore créé votre compte asso, il ne faut pas hésiter à aller le faire, parce que c'est l'endroit où vous allez en même temps pouvoir stocker plein d'informations pour votre association que vous allez retrouver. C'est aussi par ce biais-là, si vous n'avez pas, donc je pense surtout pour les toutes petites structures qui sont non employeuses, si vous n'avez pas de numéro de SIRET aujourd'hui, le numéro de SIRET, il est demandé dans presque tous les dossiers de subvention.
Si vous n'en avez pas encore aujourd'hui, il faut aller le demander parce que à un moment, ça peut vous bloquer sur un financement et c'est dommage pour juste un tout petit truc de ne pas pouvoir aller faire une demande de financement. Donc, et la demande de numéro de SIRET se fait par le biais du compte asso aujourd'hui. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à y aller dessus. Il y a des liens qui vous expliquent comment fonctionnent nos comptes asso. Et pareil, si vous avez besoin d'aide pour la création du compte asso, il ne faut pas hésiter à vous tourner vers des structures comme les nôtres qui sont dans l'accompagnement associatif. Donc là, je vais faire un petit aparté puisque vous avez vu au tout départ, je vous ai montré un petit peu que au niveau du financement public, il y avait deux grandes catégories de finances. Il y a la subvention et il y a la commande. Et on voit que depuis sur une décennie, la commande, elle augmente et la subvention, elle diminue. Donc, je voulais un peu faire un aparté, vous montrer un petit peu la différence entre la commande et la subvention publique. La subvention, en fait, c'est l'association qui a l'initiative de l'action. C'est elle qui porte le projet, c'est elle qui met en œuvre le projet et qui va solliciter une subvention pour pouvoir mettre en œuvre ce projet, qui est le sien. Tandis que dans le cas de la commande publique, l'association devient un prestataire. Elle va réaliser ou gérer une action. Ce sont les acteurs publics qui sont à la manette et nous, on est là pour mettre en œuvre le projet du service public de la collectivité. Donc, c'est une nuance qui est importante puisque la commande publique, en fait, c'est déjà, ça va rentrer sous, c'est une prestation. Donc, si vous avez beaucoup de commandes publiques, je vais dire, dans votre structure, il y a un risque d'être soumis aux impôts puisque la commande publique, c'est de la prestation. C'est des marchés publics. On répond en fait aux marchés publics comme toutes les entreprises du privé. Et puis, la commande publique, si vous n'arrivez pas, c'est une prestation. Si vous ne réalisez pas la prestation, en fait, l'argent ne vous est pas dû. Alors que la subvention, elle est versée, évidemment. On va vous demander par rapport à la subvention, éventuellement, si on est sur du projet, de rendre des comptes. Mais globalement, la subvention, elle vous est versée pour mettre en œuvre votre projet. Tandis que là, vous répondez vraiment, vous devenez acteur comme toute entreprise privée au service des établissements publics, de l'État et des collectivités. Voilà, donc je relève là un petit peu tout ce que je viens de redire, c'est que l'association devient un opérateur. Il y a quand même des questions à se poser, même si aujourd'hui, on est un petit peu, surtout beaucoup de structures appelées à répondre à de la commande publique, à du marché public. Mais derrière, il y a quand même beaucoup de questions à se poser, certaines valeurs et tout ça. Et puis, le souci, c'est on rentre dans les secteurs marchands quelque part, on rentre en concurrence avec d'autres structures. Donc, je dirais que ce n'est pas dans nos valeurs d'être dans le secteur de la concurrence et tout ça. Donc, souvent, en bonne intelligence, ça serait, on répond à des marchés, à de la commande publique, à du marché public. La bonne intelligence, ça serait de le faire ensemble. On porte les mêmes valeurs, on est des structures différentes, mais pourquoi pas se mettre ensemble pour répondre à un marché public plutôt que d'arriver dans la concurrence et au final, ça n'apporte à personne et ce n'est pas dans nos valeurs non plus, quoi. Donc, si vous voulez répondre sur les marchés publics, en fait, il existe un site. Donc, il faut aller sur le bulletin officiel des annonces des marchés publics où vous allez retrouver tous les marchés publics. Donc là, pareil, il faut… de toute façon, sur tous les outils numériques, il y a une veille permanente à faire. Donc, ça demande, surtout quand on est une association de bénévoles, ça demande beaucoup d'investissement, donc il faut vraiment avoir quelqu'un qui maîtrise les outils numériques et puis qui puisse régulièrement aller voir sur ces sites. Et les avantages de ces sites-là, c'est que vous pouvez vous créer des alertes.
si bien que vous n'avez pas besoin d'aller fouiller en permanence, vous allez vous créer des alertes avec des mots-clés et vous allez voir arriver régulièrement éventuellement des marchés publics, des commandes publiques sur lesquelles vous pouvez répondre. Alors, au niveau des financements publics, j'en parle très rapidement, c'est aussi, il ne faut pas oublier les aides à l'emploi. C'est de la finance publique pour les associations, donc ils peuvent aujourd'hui profiter des emplois aidés, ce qu'on appelle les PEC. Il y a aussi donc ce qu'on appelle des postes FONGEP qui sont réservés soit à des structures qui ont un agrément jeunesse et éducation populaire. Donc FONGEP, c'est le Fonds Jeunesse et Éducation populaire, si je ne me trompe pas. C'est des aides sur des postes qui sont de l'ordre de 7 000 € par an. Donc, il y a des FONGEP spécifiques qui sont, on le voit de plus en plus pour aider justement les structures. Ça peut être sur des associations culturelles, sur des associations qui interviennent dans les politiques de la ville, donc dans les quartiers. Il y a eu dernièrement des FONGEP qui ont été créés justement pour pouvoir accompagner ces petites structures qui sont présentes notamment dans les quartiers. Le FONGEP, donc, c'est une aide de 7 000 €. Donc voilà. Après, il y a des soutiens donc, qui sont faits aussi à l'emploi par l'ANS, c'est l'Agence nationale du sport. Donc à l'heure actuelle, j'ai pas vraiment j'ai pas eu trop de visibilité sur les aides, le soutien à l'emploi dans le domaine du sport pour les toutes petites structures. D'autres dispositifs qui existent, c'est tout ce qui est les aides liées au handicap. On l'a vu là sur les embauches de personnes travailleurs handicapés. Donc, il y a certaines aides. Donc, les associations y ont le droit également. Il y a aussi toutes les aides qui ont été mises en place là à partir du mois de septembre. Là, c'est toutes les aides sur les contrats d'apprentissage, tout ce type de contrat. Au final, on se rend compte, nous qui sommes sur l'accompagnement à la fonction employeur des associations, on se rend compte qu'il y a plusieurs structures à partir de septembre qui ont fait appel à ces contrats spécifiques parce qu'il y a quand même des aides aujourd'hui là-dessus. Donc voilà, moi j'ai fini, Yannick, et je finis juste en disant que en fait, pour aller sur trouver des financements, il faut faire une veille, c'est impératif. C'est un travail relationnel, évidemment. On va aller chercher ces financeurs, on va aller les rencontrer, demander de la subvention si on ne connaît pas les élus, si on ne connaît pas les collectivités auxquelles on s'adresse. C'est important d'avoir ce travail relationnel. Et puis, le conseil, c'est qu'il faut diversifier les formes et les sources de financement. Voilà. Très bien, merci Armelle. Effectivement, il y a des compléments selon les territoires sur les aides publiques. Selon là où on est, il y a aussi des spécificités locales. En Côte d'Armor, comme le précise Étienne Géano, il y a une aide à l'emploi pour les emplois associatifs locaux. Mais aussi au niveau régional, il y a les emplois à défi, les anciens emplois associatifs d'intérêt régionaux qui existent aussi. Donc voilà, ce n'est pas exhaustif, hein, bien sûr. Et peut-être qu'il y a dans certains EPCI, dans certaines agglomérations, certaines métropoles, des aides spécifiques à l'emploi dans les politiques publiques de ces collectivités. Alors, est-ce que vous avez des questions à poser à Armelle avant de passer à l'intervention de Abdel? Vous pouvez y aller directement, je ne sais pas comment vous repérez, mais si vous voulez vous poser votre question, vous pouvez, on est combien? On est 52, vous pouvez intervenir directement en mettant votre micro. Florian? Oui, vous m'entendez? Oui, très bien. Ok, ma question est, en fait, on est une jeune association, enfin une association de jeunes qui a été créée il y a 2 ans pour défendre les droits culturels et linguistiques bretons, enfin des langues bretonnes notamment et de la culture bretonne. Et en fait, on a pas mal de projets en cours et tout, mais on n'a pas trop de capacité humaine. Et là, on cherche le moyen de créer un emploi en fait, qui pourrait nous aider à financer nos projets, enfin à chercher justement ces financements, à faire tout le travail de veille documentaire comme vous l'avez expliqué.
Est-ce que vous auriez des conseils par où commencer en fait pour juste créer l'emploi de la personne qui va chercher ces financements-là, ce serait ma question. C'est sûr que... Oui, pardon Yannick, tu allais dire quelque chose? Non, je n'ai rien dit, mais je ne sais pas. J'allais intervenir. Je ne sais pas si je peux répondre à ta place, Armel, ou en complément. Je ne sais pas qui parle, mince. C'est Abdel. C'est Abdel. Ah, c'est Abdel, excuse-moi, je ne voyais pas. Vas-y, Abdel. Parce que justement, ça va être une partie sur l'intervention d'Abdel après, justement. Là, je pense qu'avec le fonds de confiance porté par France Active Bretagne, ça pourrait peut-être vous aider à financer une partie de ce poste. Mais voilà, je vais vous en parler lors de mon intervention. Ok, super, merci. Oui, on en parlera peut-être effectivement tout à l'heure, mais on garde la question. S'il n'en a pas répondu totalement à ta question, tu pourras nous relancer après l'intervention de Abdel. Dans l'Assemblée, je ne sais pas. C'est vrai qu'on n'a pas évoqué le service civique, qui est particulier, hein, c'est sûr, effectivement, sur ce volontariat. Peut-être que tu peux en dire un mot, Armel. Et on a aussi dans l'Assemblée Jean-François Rollin, qui est le président des politiques de gestion. Jean-François, n'hésite pas à intervenir. Sur les services civiques, peut-être, Armel, tu peux dire un petit mot? Jean-François. Et après Jean-François. Vas-y, Armel. Alors, parler du service civique, le service civique, c'est un volontariat, donc ce n'est pas un emploi au sein des structures associatives. Donc, en règle générale, l'association demande un agrément pour pouvoir accueillir des jeunes volontaires en service civique, où elle peut passer par des structures telles que la Ligue de l'enseignement, puisque nous, on a un agrément au niveau national qu'on met à disposition des associations qui sont affiliées chez nous. Et donc, les structures, elles peuvent accueillir un ou plusieurs jeunes volontaires sur des missions d'intérêt général qui sont bien définies avec la structure. Ça peut être pour éventuellement lancer la communication d'une association, mais il ne faut pas que ça soit un emploi. Il faut que si le jeune volontaire part demain, il ne faut pas que ça mette en difficulté la structure. Il doit vraiment venir là sur une mission bien spécifique dans l'association. Et puis après, qu'est-ce que je vais dire par rapport au volontariat? Donc, c'est des missions en général qui durent environ 8-10 mois, qui sont financées environ en totalité, en comptant l'aide de l'État, et puis il y a l'ASP qui leur verse une partie et le reste, c'est la structure qui leur verse. Ils ont environ 600 € par mois. Donc, il faut bien voir que c'est un jeune peut faire jusqu'à 35 heures par semaine. Donc, c'est pour des jeunes de 16 à 25 ans. Il peut faire jusqu'à 35 heures par semaine. Mais nous à la Ligue de l'enseignement, en règle générale, on leur dit maximum 28 heures par semaine, parce qu'il faut voir qu'ils ont juste une indemnité. 600 €, c'est vraiment une indemnité, ce n'est pas un salaire, quoi. Après, c'est vraiment un tremplin pour les jeunes. Donc, ça peut être une ressource, c'est une ressource pour les structures associatives ou les collectivités, parce que les collectivités peuvent aussi faire appel au volontariat en service civique. Mais c'est aussi pour le jeune un tremplin qui va lui permettre soit de reprendre ses études, soit de poursuivre ses études, soit de découvrir un nouvel horizon et de repartir dans une autre direction. Et souvent, les jeunes qui sont un peu en échec scolaire ou qui ont arrêté les études, souvent, ça leur permet de remettre le pied à l'étrier et de repartir sur autre chose. C'est souvent le but, c'est aussi ça. On est là pour accompagner le jeune, mais ce sont des missions avec une indemnité. Donc, ce n'est pas un emploi au niveau de la structure, quoi. Très bien, merci Armel. Jean-François? Oui, je voulais juste intervenir un petit peu comme sur un avis, quoi, parce que on voit bien qu'il y a quand même des dérives. On ne sait pas seulement sur les habitants, là, il y a des dérives qui sont parfois difficiles pour certaines associations, et souvent, c'est un peu trop tard quand on se rend compte que les choses ne marchent pas, quand un marché n'est pas obtenu, ou quand une subvention
s'arrête. Donc c'est vrai que c'est assez difficile. Moi, je voulais savoir si on pouvait réfléchir ensemble à la façon d'avoir un retour, pas forcément au niveau national, mais est-ce qu'au niveau régional ou plus local, on peut avoir des retours quand il y a des excès. Bon, j'ai un exemple extrême là sur des appels d'offres de Pôle emploi, par exemple, où on demande un cautionnement de plusieurs millions d'euros à des associations. Ça correspond dans le domaine, ça correspond à tout ce qui est dépensé sur le Finistère dans certains domaines, et on nous demande ça comme caution financière. Donc il y a des dérives qui ont l'air de. Enfin, on voit pas où sont les limites parfois. De même, certains appels d'offres qui sont, certaines collectivités font tellement attention que ça devient ridicule. Hein, donc, mais ça, c'est vrai, comme on est maintenant mis en concurrence dans le milieu associatif, c'était très bien, Armel, de le souligner, la concurrence, ça fait penser aux gens au système du domaine de la consommation qu'on connaît bien. Et voilà, au niveau des idées, on sort de l'esprit de collaboration des associations. Donc, est-ce qu'on pourrait réfléchir ensemble peut-être à des possibilités de réaction un peu collective, au moins suffisamment collective pour ne pas montrer du doigt une asso ou un groupe? Oui, je ne sais pas. Oui, effectivement, enfin, c'est un problème récurrent, on le sait, Jean-François, effectivement, sur les appels à projets et la mise en concurrence. Comment certaines organisations publiques ou proches des pouvoirs publics mettent en concurrence le monde associatif par des appels à projets, par ce système-là. Par exemple. Effectivement, c'est une vraie question. Alors, je n'ai pas de réponse tout de suite à te donner, hein, puisqu'effectivement, on est plutôt de l'autre côté, mais il faut qu'on fasse pression et on essaie de le faire au maximum au niveau national. Par exemple, on a inclus ça dans notre kit des élus qu'on propose pour les nouveaux élus au niveau local, parce que je vois bien que les dérives aussi arrivent au tout nouveau local, hein, des choses qui sont, je sais pas, comme s'ils étaient copiés, quoi, quand on voulait faire exactement comme ce qui se passe au niveau national. Donc, et remettre en place la subvention de fonctionnement, et puis avec une durabilité sur plusieurs années, pouvoir dégager, pouvoir laisser de champ libre pour les actions du monde associatif, et pour pas qu'ils ne soient toujours à rechercher des financements qui soient vraiment au cœur de leur action. Quoi. Mais, donc, le retour des diagnostics, comme le fait France Active, est intéressant. On va en parler, là, je pense. D'accord, on peut en reparler si tu veux peut-être après l'intervention d'Abdel sur ces questions qui sont vraiment des vraies questions de fond, hein, effectivement sur ce positionnement face au monde associatif. Je vais laisser la parole à Abdel. Voilà, tu as un diaporama, je te laisse le mettre en place et on fera après toute une série de questions après son intervention. Merci Abdel de prendre du temps pour nous. Et merci Armel, bien entendu. Oh, tu as oublié ton micro, Abdel. Tu as oublié d'allumer ton micro. Abdel, ton micro. En bas à gauche, voilà. C'est bon, vous m'entendez? Oui, ça y est. Ouais. Bonjour à toutes et à tous, c'est Abdel Arbi. Je suis chargé de mission France Active, Bretagne. Donc chargé de mission financement. Donc je travaille, moi je suis sur le territoire des Côtes d'Armor. Donc j'ai juste une petite manip. C'est bon, vous voyez bien le PowerPoint, le diaporama? Oui, on le voit très bien. Donc voilà, je représente l'association France Active Bretagne. L'association France Active Bretagne fait partie du réseau France Active au niveau national. Donc France Active, c'est un mouvement qui a été créé à l'initiative de Claude Alfandéry en 1988. Donc c'est 42 associations sur l'ensemble du territoire national. Donc 650 salariés, 2500 bénévoles, 132 points d'accueil. Donc France Active Bretagne, association affiliée au réseau France Active, créée en 1995 à l'initiative de la Caisse des dépôts, de l'Union régionale CFDT et de la Fondation Massif. Donc
voilà, nous sommes plutôt portés sur l'accompagnement des associations, mais aussi des entreprises. Donc, voilà, nous sommes financés par, entre autres, l'État, la région, l'Europe, ainsi que les départements. Donc, quelques chiffres au niveau de l'association France Active Bretagne. Donc, siège social, il est basé à Rennes. On travaille sur 9 antennes. C'est une équipe d'une 30aine de salariés. Plus de 1000 associations entreprises accompagnées et financées par an. Donc, l'année dernière, on a permis la levée de 20 millions d'euros d'emprunts bancaires avec notre garantie. Et donc, c'est 5000, on a pu contribuer à 5200 emplois créés ou consolidés. Donc, l'offre de France Active Bretagne, elle porte en fait de l'émergence jusqu'au développement, transformation et la relance aussi. Donc, on a différents outils qui vont intervenir durant toute la phase de vie en fait, de la structure. Donc, on a 3 axes d'intervention. Le premier axe, ça va être le financement. Donc, je vous expliquerai tout à l'heure, on peut mobiliser des prêts, garanties sur financement bancaire, investissement en fonds propres. Le deuxième axe, ça va être le conseil. Conseil justement via le dispositif local d'accompagnement. On a aussi le DASES. Et le troisième axe, c'est la connexion. Donc, c'est la mise en lien avec les différentes structures accompagnées, avec les partenaires, donc partenaires bancaires, les différents financeurs qui exercent sur le territoire. Donc, le premier axe, ça va être les financements, tout ce qui est prêt participatif, contrat d'apport associatif et garantie. Donc, juste avant de parcourir la présentation, je vais vous faire intervenir via le site Woodclub. Donc, je vais vous mettre le lien d'accès dans la discussion. Tac. Copier. Alors, vous m'excuserez, c'est la première fois que j'utilise Zoom. Je suis en train de chercher le chat. Hop. Abdel, le chat est en bas dans la ligne, dans ta barre, au milieu. Tu as trouvé? En fait, j'ai rien en bas. C'est pas grave, je vais arrêter le... Hop, je vais mettre ça. C'est parce que tu es en plein écran, peut-être? En fait, il ne s'affiche pas quand je suis en partage. Ah, il ne s'affiche pas quand tu es en partage d'écran. Je vous ai mis le lien du site, Woodclub. Vous n'avez rien à faire, juste cliquer sur le lien, il n'y a pas de mot de passe. Et donc, la question que je vous pose, votre structure a-t-elle déjà eu recours à un prêt bancaire ou une avance remboursable? Donc, voilà, auprès d'une banque ou une structure de financement. Hop. Et donc, je vais juste lancer quand même, que vous puissiez répondre. Allez-y, vous pouvez y aller. Et donc, je vais partager l'écran. Hop. Vous voyez le site? Je ne sais pas, je ne vois aucune réponse. Est-ce que vous arrivez à vous connecter? On n'a pas de lien, Abdel, encore. Alors, il n'y a pas eu de lien dans le chat? Non, il ne s'affiche pas dans le chat. C'est bon, vous l'avez? Alors, peut-être il faut lui laisser le temps d'arriver. Peut-être qu'il n'est pas envoyé à tout le monde. Alors, j'ai mis dans discussion. C'est bon? Sinon, vous pouvez retaper, en fait, celui qui... Vous le voyez ou pas? Non, est-ce que tu as envoyé à tout le monde? Parce que parfois, le conversation, il est sur privé. Ah. Et il faut que tu rebascules à tout le monde. Tac, tac. Ça y est, Florian nous l'a partagé. Donc, tout le monde en public. Merci. Tac. Je ne sais pas si ça s'est fait maintenant.
Donc, c'est bon, j'ai des réponses. Vous voyez le retour hein, qu'il y a avec mon partage écran? Donc, voilà, on est une grande majorité de non, en fait. Hein. Structure, on est à 84. Donc, on attend encore quelques réponses. Donc, 86% en fait des structures répondent ne pas avoir eu recours à un financement. Après. Donc, on va passer à la question suivante. Tac. Alors. Voilà. Donc, la question suivante. Hop, je partage juste le PowerPoint. Quels sont pour vous les motifs qui vous empêchent ou vous empêchez de solliciter un financement bancaire? Donc, je vais juste lancer le lien, copier, tac. Est-ce que vous avez reçu le lien? Non. Alors, pas encore, mais il faut peut-être un petit moment pour qu'il arrive. Du coup, j'ai fait à tout le monde. Je ne sais pas si vous l'avez reçu. Donc là, il s'agit de en fait. Hein. Quels sont pour vous les motifs ou les raisons qui vous empêchent ou vous empêchez de solliciter un financement? C'est bon pour le lien? Non. Non. Vous pouvez remettre le lien, ceux qui l'ont, là? Non. Si c'est toujours le même lien, il n'y a pas d'évolution. Ah oui, ok, c'est un autre lien, pardon. Oui, c'est un autre lien. D'accord. Hop, je le recolle. Tac. Non, pas de lien toujours? Si, c'est bon. Ah, parfait. J'ai quelques réponses. Alors, je vais partager l'écran. Hop. Tac, partager. Donc là, je vois pas de besoin, fragilité, capacité d'autofinancement, incapacité à rembourser, remboursement toujours, le temps, manque de temps, la volonté,
dispositif. Les démarches. Donc, ça ressort pas mal de fois, en fait. Hein. Les démarches, le temps, complexité, pas de besoin. Garantie. Donc, je vous en parlerai tout à l'heure. Voilà, je crois que ça s'arrête. Donc, voilà, vous voyez, hein, j'ai partagé l'écran, les différentes raisons. Vous partagez peut-être entre vous hein, les différents motifs. Alors, je vais continuer sur le PowerPoint. Hop. Alors. Hein? Si ça ne t'apporte rien, passe à autre chose. Tu laisses. Oui. Ah, bah, je rebascule sur le PowerPoint. Donc, je continue en fait. Hein, donc, sur pourquoi solliciter France Active Bretagne. Donc, déjà pour répondre à besoin de trésorerie, renforcement du fonds de roulement. Donc, faire face à des aléas de trésorerie, à des délais de versement de subventions, donc qui globalement sont assez longs. Donc, lié à un projet de développement ou globalement à un manque de fonds de roulement. Deuxième besoin, ça peut être lié à des investissements en équipement et matériel, donc rénovation de locaux, achat de mobilier, matériel technique, véhicules, renouvellement d'équipements sportifs ou matériel culturel. Donc, le tableau suivant vous présente en fait les différents prêts que vous pouvez solliciter auprès de France Active Bretagne. Donc, on a le contrat d'apport associatif qui est destiné aux associations employeuses. Donc, là, on peut vous octroyer jusqu'à 30 000 €, remboursable jusqu'à 5 ans, avec un taux d'intérêt à 0%. On a le Fonds régional d'investissement solidaire, où là, c'est toute entreprise ou association qui peut le solliciter. On peut aller jusqu'à 200 000 €, durée de remboursement de 5 à 7 ans, et 1,5 million lorsque ça passe au niveau national. Et autrement, on a le dispositif d'appui aux entreprises de l'ESS, c'est le DASES, où là, il s'agit d'accompagner les structures en difficulté, qui ont justement des difficultés à recourir aux emprunts et qui ont besoin aussi d'un soutien pour essayer de trouver des solutions de sortie de crise. Où là, on peut, donc il y a un accompagnement et il y a aussi une partie financement qui vient compléter cet accompagnement. Alors, les conditions de financement, en fait, on n'intervient jamais seul. On intervient toujours en cofinancement, soit avec une banque, soit avec une subvention d'investissement, une fondation. Donc, nous, on n'a pas vocation, en fait, à prendre la place d'une banque. On vient toujours en cofinancement. On peut intervenir aussi en garantie sur une partie du montant de prêt bancaire, où là, voilà, l'intervention garantie permet souvent d'avoir un effet levier au niveau bancaire. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, on intervient seulement pour les associations employeuses. Les différentes formes de garantie donc, que peut mobiliser la banque, donc elles sont de 3 types. Soit une caution personnelle, soit une caution réelle, donc ça peut être un nantissement sur le fonds ou un gage sur un matériel ou sur un véhicule. Et ça peut être une caution institutionnelle. Donc, il y a plusieurs formes de garantie institutionnelle. Il y a BPI France, il y a la Socama et il y a France Active Bretagne.
Donc, en termes de garantie, nous, France Active Bretagne, on peut intervenir entre 50 et 65% du montant de prêt. L'idée, en fait, c'est de vous éviter d'avoir une caution personnelle que le président de l'association qu'on évite, en fait, de se porter garant pour sa structure et de vous faciliter l'accès au financement bancaire. Donc, un exemple type, en fait, par rapport à notre intervention. Un besoin global de 60 000, donc financement de trésorerie, financement d'investissement à hauteur de 20 000. Ce qu'il faut savoir, c'est que les banques n'aiment pas trop financer la trésorerie, le besoin en fonds de roulement. Nous, on le fait, France Active Bretagne le fait. Donc, au niveau des ressources, ça peut être un cofinancement avec la banque à 50-50, donc 20 000 pour la banque, 20 000 pour France Active Bretagne. Donc, ça peut être un contrat d'apport associatif à hauteur de 20 000 ou alors un fonds régional d'investissement solidaire si le besoin est plus important. Et voilà, une subvention de 20 000. Et à noter aussi qu'on peut intervenir sur le prêt bancaire à hauteur de 50% s'il s'agit d'un développement ou 65% s'il s'agit d'une création. Donc, les fonds de confiance, c'est voilà, peut-être répondre à la question de Florian Leduc qui a été posée tout à l'heure. Donc, l'objectif en fait du fonds de confiance, c'est de financer une partie de l'étude de faisabilité d'un projet. Donc, d'un projet de création d'une structure de l'ESS, où là, on peut intervenir jusqu'à 50% de prise en charge des frais d'études. Donc, ça peut être le salaire du porteur de projet, frais de déplacement, etc. Et on peut aller jusqu'à 20 000 €. Donc là, ce n'est pas une avance remboursable, c'est une subvention. Donc, depuis la crise sanitaire, France Active s'est mobilisée pour justement accompagner les structures qui ont connu pas mal de difficultés. Donc, on a une offre de conseil, de financement et de connexion beaucoup plus renforcée. Une offre dédiée aux entrepreneurs engagés, des mesures construites en lien avec nos partenaires, banques, réseaux d'accompagnement, fédérations. Où là, donc, ça se traduit concrètement par un accompagnement sous plusieurs formes, en fait. Tout d'abord, il y a un diagnostic flash, où là, on va prendre du recul, on va évaluer les difficultés et la capacité à rebondir de la structure. On va orienter aussi vers les aides d'urgence. On va essayer de construire aussi ensemble avec la structure une feuille de route, une stratégie de relance à court ou moyen terme, et des solutions de financement immédiates pour faire face. Et donc, on a, avec l'appui de la Banque des Territoires, mis en place le prêt de relève solidaire. Donc, c'est un prêt sans intérêt qui peut aller jusqu'à 100 000 €. L'objectif, c'est de reconstituer la trésorerie, combler la perte non couverte des aides exceptionnelles de l'État. Donc, la durée, c'est du thème sur du 12 à 18 mois. Donc, voilà, il s'agit d'aider, d'appuyer la structure dans sa reprise. Donc, le deuxième volet, au niveau des interventions de France Active Bretagne, c'est l'accompagnement. Où là, je vais vous évoquer le dispositif local d'accompagnement et le DASES. Donc, le dispositif local d'accompagnement, il s'agit en fait d'accompagner un changement, une évolution dans la structure. Ça peut porter sur plusieurs sujets. Ça peut être sur la gouvernance, stratégie de développement, l'organisation en interne, le modèle économique. Ça peut être aussi le départ d'une personne importante dans la structure, où là, vous pouvez travailler avec le DLA sur la transition. Donc, le travail de DLA est porté sur 4 axes. Donc, il y a l'accueil, où là, il s'agit d'une présentation, vérification, savoir si vous êtes éligible à un accompagnement de DLA. Ensuite, on va établir un diagnostic partagé, où là, on va faire un état des lieux de la structure, une analyse globale. Ensuite, sur l'axe 3, on peut faire intervenir un expert, donc soit financé en totalité
par France Active Bretagne, soit cofinancé avec la structure. Et l'axe 4, ça va être sur du suivi. Donc, le suivi, il n'est pas limité dans le temps. On a des structures qu'on accompagne depuis plus de 10 ans. Au niveau du DASES, dispositif d'appui aux structures de l'économie sociale et solidaire, où là, en fait, c'est un dispositif qui est plutôt porté, destiné aux structures en difficulté, où là, ça va être un accompagnement renforcé, proposer une offre d'appui et par la suite, un financement justement pour financer ce travail de relance. Donc voilà les différentes étapes d'intervention au niveau du DASES. Ça va être la prise de contact, le diagnostic, en même titre que le DELA, mais un peu plus poussé, et un conseil et financement derrière. Donc toutes les structures qu'on accompagne, donc leur demande est étudiée par un comité d'engagement ou d'agrément composé de financeurs. Ça va être des membres de la région, ça va être du département, de la directe, ça va être aussi des établissements bancaires, crédits coopératifs, caisses d'épargne, des bénévoles. Donc voilà, on ne décide pas seul en fait. Et c'est ça aussi la richesse, c'est qu'on va justement conforter les partenaires, et notamment les partenaires bancaires dans leurs décisions. Donc voilà le résumé en fait d'intervention au niveau de France Active Bretagne. Donc le pacte émergence avec le fonds de confiance, cap création. Donc durant le parcours de création, développement, transformation, on va avoir la garantie, le financement, donc contrat d'apport associatif, prêt participatif. On a le dispositif local d'accompagnement. Et le Pass Création. Pass Création, c'est un dispositif de la région. On est opérateur, Pass Création, et c'est un prêt d'honneur qui est plutôt destiné aux chefs d'entreprise. Et le troisième volet, ça va être la connexion. Donc, c'est accéder à un réseau unique d'acteurs économiques et financiers, voilà, à un partenariat. Le fait que votre dossier soit étudié en comité d'engagement, voilà, ça vous permet d'être mis en relation aussi avec d'autres structures qu'on a pu accompagner. Et ça vous permet donc d'avoir une visibilité. Donc voilà, les actions de France Active Bretagne, elles sont soutenues par, voilà, entre autres, la région, l'Europe, l'État, la Banque des territoires, quelques EPCI, ainsi que les départements. Donc voilà, au niveau de ma présentation, voilà, n'hésitez pas à me poser des questions. Je pense que j'ai dû peut-être présenter un peu vite. Donc n'hésitez pas s'il y a des points sur lesquels on peut revenir. Très bien, merci Abdel. Effectivement, il y a beaucoup de choses, je vous avais prévenu, c'est dense. Peut-être que vous connaissiez certains dispositifs comme le DLA, qui est, je crois, assez connu dans le monde associatif, le dispositif local d'accompagnement, qui peut aider effectivement le monde associatif avec le soutien d'experts. Alors, il y avait une question de M. Dreano sur est-ce que France Bretagne Active peut soutenir en trésorerie les associations qui sont en difficulté face à la pandémie? Exactement. Donc, en fait, nous, France Active Bretagne, on a mis en place le prêt de relève solidaire dès le début de la crise sanitaire, où là, c'est du prêt à court terme. Mais voilà, si on voit que le court terme ne suffit pas, on peut aller sur un contrat d'apport associatif ou un FRIS, où là, les durées sont plus longues. Donc voilà, nous, on n'est pas là non plus pour endetter ou surendetter les associations. Il y a une étude qui est faite par le chargé de mission, par le comité d'engagement aussi derrière. Et voilà, si on voit que la capacité de remboursement de la structure est insuffisante, on ne va pas la mettre en difficulté en lui octroyant après un prêt en plus. Non, ça va être voilà, peut-être l'orienter vers d'autres structures, peut-être plutôt mobiliser de la subvention, ou alors retravailler
ensemble le fonctionnement en fait, de la structure. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai répondu à la question. Ou... Ah, oui, je ne sais pas, M. Dorano, je ne sais pas si ça vous convient. Oui, c'est une modalité de réponse. Je pense souvent, puisque c'est notre cas, aux petites structures qui n'ont pas d'employés. Et j'ai cru comprendre que les modalités principales d'intervention de France Active étaient plutôt pour des associations avec des salariés. Exactement. Et je vois que pour le cas qui me concerne, je pense ne pas être le seul d'ailleurs, mais de structures qui n'ont pas d'employés, la situation est parfois plus difficile. Elle est aussi compliquée, me semble-t-il, par un aspect que vous avez souligné, qui est celui du cofinancement, qui intervient d'ailleurs dans les aides sous forme de subventions, qui font que c'est parfois des logiques du tout au rien, c'est-à-dire soit une association, ce qui a pu être notre cas d'ailleurs par le passé, obtient la subvention communale, départementale, régionale, ou alors elle va obtenir le soutien d'une banque et de France Active, donc des pools, des cofinancements, ou alors c'est rien du tout, parce qu'en fait chacun des financeurs va se retourner vers l'éventuel partenaire, et du coup il me semble que ça fait un clivage qui parfois est peut-être un handicap. Ouais, enfin, voilà, c'est une question complémentaire. Donc, après, c'est vrai que nous, France Active Bretagne, on est dans une logique partenariale, hein, comme vous l'avez souligné. Et c'est vrai que c'est une structure, elle n'arrive pas à obtenir un financement auprès d'une banque, va solliciter une deuxième, donc toujours pas de financement. Peut-être qu'ensuite, elle va solliciter une subvention auprès d'une collectivité ou de la région, où là, pas de refus quoi, derrière. Il y a peut-être des questions à se poser sur le modèle économique aussi derrière. Là, on peut travailler ensemble, notamment au niveau du dispositif local d'accompagnement. Où là, la volonté, c'est de travailler ensemble et de trouver une solution, voir comment on peut voir le modèle économique pour justement faciliter l'accès au financement derrière. Mais là, le but de France Active Bretagne et de l'ensemble des partenaires aussi, hein, c'est que la structure soit en capacité de remboursement derrière, que son modèle économique soit viable, et puis qu'elle puisse embaucher et maintenir aussi hein, son effectif salarié. Alors, il y a plusieurs questions qui arrivent, mais je vais vous laisser les poser directement. On a mis en lien, il y a Étienne qui me donne un coup de main, qui a été chercher sur le site du ministère de l'économie les mesures de soutien aux structures de l'ESS. Et moi, j'ai rajouté les structures plus régionales, sur la page de la CRES. Il y a deux questions. Alors, la première, c'est Riwanon. Si tu veux, je te laisse la poser de l'UBAPA. Mais vas-y, pose-la directement si tu veux, Riwanon. Oui, alors, je sais pas, vous me voyez, c'est bon, vous m'entendez? On t'entend bien. Oui, d'accord. Bonjour tout le monde. Du coup, moi, je fais partie du secteur de l'éducation populaire et notamment de l'animation. Et aujourd'hui, c'est une grosse difficulté par rapport au contexte Covid parce que du coup, la reprise des activités est très mal menée, notamment par rapport au confinement, reconfinement, reprise des activités, arrêt, enfin bon. Et du coup, c'est pas la peine de partir sur des prêts, effectivement, pour la majorité de nos associations. En tout cas, les centres d'accueil qui sont vraiment mis en difficulté, centres d'accueil avec hébergement-restauration, et notamment tout ce qui est activité de classe de découverte avec des problématiques avec les écoles et le rectorat notamment qui ne facilitent pas forcément la tâche en ce moment, mais ça peut être compréhensible. Et du coup, en fait, hier, j'étais en lien avec le département 35 qui disait qu'il avait mis en place un dispositif particulier qui s'appelle le FAPA 35, quelque chose comme ça. Et je me demandais s'il y avait des équivalents au niveau des autres départements. Parce qu'il y en a qui sont très clairs avec la politique d'aide aux associations et il y en a d'autres qui ne le sont pas forcément. Ou alors, c'est vrai que l'information passe pas facilement tout le temps, quoi. Mais c'est pas forcément. Je vais vous parler du département du 22. Oui. Je ne sais pas, je n'ai aucune idée en fait, s'il y a le même dispositif existant. Là, moi, ce que je peux vous faire, c'est peut-être vous envoyer un document ou vous le faire partager avec l'ensemble des aides existantes. Un document assez récent en fait, qui a été publié.
Riwan, on a essayé de recenser tous les politiques publiques de soutien au monde associatif qu'on met sur la page, sur le lien. Je te l'ai mis juste avant là. Oui. Ou juste après, je ne sais plus, peu importe. Enfin, en tout cas, qu'on l'a mis avec la CRES, on essaie de recenser puisqu'on travaille on a une plateforme financière commune avec tous les pouvoirs publics, conseils régionaux, conseil régional, la Caisse des dépôts et autres. Voilà, on essaie de recenser tout ça. C'est peut-être. Je pense que c'est bien, mais je pense qu'il manque des temps d'échange ou peut-être entre associations pour aller plus vite en fait, parce que c'est un temps phénoménal de passer sur la veille au financement. Et c'est vrai que moi j'ai une diversité d'activités ou d'associations pour l'accompagnement et ça peut pas convenir à tout le monde en fait. Entre certaines qui vont être coopératives, d'autres qui vont être associations, le siège social, etc., etc. C'est vrai que c'est un gros travail en fait. Merci en tout cas. Très bien, on a mis, voilà, Armel met également des éléments complémentaires. Alors, il y a une autre question, excusez-moi, je crois que c'est votre nom de famille, Théophile, mais je ne vois pas votre prénom. Je vous laisse poser votre question si vous voulez, mademoiselle. Bon, en tout cas, je la vois. Quel est le... Madame Théophile? Non, ça ne répond pas. Quel est le coût pour une TPA? On passe de devenir employeur pour effectuer le dispositif DLA. Ah oui, il y a la réponse juste en dessous. Effectivement. La réponse est très claire. Le DLA n'est pas payant en fait pour la structure. Il est totalement gratuit. En tout cas, l'accompagnement qui est fait par mes collègues DLA sur le territoire. Après, il y a la partie expertise où là, on fait intervenir un consultant. Et là, le consultant, soit il est financé en totalité par France Active Bretagne, soit c'est un confinancement. Quand on voit que la structure se porte bien financièrement, c'est un confinancement qu'on pratique. Par contre, si la structure est vraiment dans une situation un peu délicate, là, on finance en totalité l'intervention du consultant. Donc, il ne faut pas hésiter à prendre contact avec mes collègues DLA. N'hésitez pas à aller sur le site d'un France Active-Bretagne.bzh où là, il y a les coordonnées de l'ensemble des chargés de mission en fonction de leurs compétences. Merci, Abdel. Est-ce qu'il y a d'autres... Le lien du site internet dans le chat. Marilyn, excusez-moi. Voilà. Vous avez eu réponse à votre question, Marilyn? Je pense que... Est-ce qu'il y a d'autres questions à poser à Abdel et à Armel sur les financements des petites associations? Faites-moi signe, je ne vous vois pas tous, mais où ça vous va? Oui, Jean-François, peut-être tu voulais intervenir? Oui, juste une intervention qui est liée peut-être à d'autres. On a déjà débattu dans d'autres ateliers, mais là, on peut se rendre compte qu'il faut... puisqu'on a vu qu'on était presque la moitié à ne pas être, enfin, une moitié ici n'ont pas d'employés. Et on voit que là, il y a une poussée vers plus de sophistication et de compétences. C'est que si on imagine le trésorier à l'ancienne, en train de faire ses comptes à la main, là, le trésorier d'association, il ne correspond plus du tout. Il nous faut des cyber-trésoriers maintenant. Et puis le secrétaire qui était la personne qui écrivait bien à la main, ou qui tapait bien, mais là on est sur autre chose aussi, puisqu'il faut pouvoir répondre à des rédactions. Il y a des formats de rédaction pour obtenir des subventions, mais surtout répondre à des projets qui devient très sophistiqué. Donc je pense qu'on revient à cette idée de l'entraide. On a vu dans d'autres débats la personne du G29 ou Mme Colin, Lali, qui nous explique qu'elle travaille aussi pour l'aide aux entreprises, donc aux associations. Donc je pense que là, il y a vraiment une marche à franchir, compte tenu du fait qu'on travaille de plus en plus en virtuel. Effectivement, la fédération, le point d'appui à la vie associative, voilà, ils sont là vraiment pour aider toutes les associations et avoir un vrai accompagnement, quoi. Juste un petit mot, donc un petit point à rajouter aux structures employeuses. Voilà, parce que je voyais tout à l'heure dans le sondage qu'il y en avait quelques-unes qui avaient répondu qu'elles faisaient un autofinancement en fait, des besoins d'investissement. Moi, ça, je le déconseille en fait. Justement, tant que vos structures se portent bien,
tant que vous avez de la trésorerie, il ne faut pas hésiter à solliciter la banque pour du financement, financer un investissement matériel, véhicule, et voilà, laisser vos fonds propres, quoi, constituer du fonds propre. Parce que le jour où voilà, ça commencera à mal se passer, les banques, ce qu'elles regardent, c'est votre capacité de remboursement. Et là, si la capacité de remboursement n'est pas bonne, forcément, elles ne vont pas vous prêter. Justement, moi, je conseille que voilà, tant que ça se passe bien, il faut toujours mobiliser les partenaires, hein, banque, France Active Bretagne, et consolider vos fonds propres. Très bien. Merci Abdel. Est-ce que Armel, tu as quelque chose à rajouter par rapport à ce qui a été dit en complément? Non, pas spécialement, mais c'est vrai que tout ce qui a été soulevé par Jean-François Rollin, si je ne me trompe pas. Et là, tout à l'heure, quand Abdel il dit que les associations qui ont l'habitude d'utiliser leurs fonds propres pour faire des petites acquisitions, enfin des petites acquisitions, c'est un véhicule, c'est quand même des grosses acquisitions pour une petite association de bénévoles. C'est vrai que quand il parle de faire appel aux banques et tout ça, je pense que c'est pas non plus forcément dans les valeurs du monde associatif, des petites associations de bénévoles. Et puis toujours pareil, c'est comment on fait pour faire tous ces calculs de budget, de fonds de roulement. On parle, je vais dire, un petit peu chinois pour le trésorier d'association qui est le reste du temps, il a son activité professionnelle, mais les chiffres, le fonds de roulement, lui, dans la vie de tous les jours, ça ne veut rien dire. Et là, quand il devient trésorier, on lui demande d'être comptable, d'être chef d'entreprise et de diriger et de savoir. Donc, quelquefois, c'est vrai qu'aujourd'hui, on demande aux bénévoles associatifs d'être des chefs d'entreprise bénévoles. Et les compétences, il faut les acquérir et ce n'est pas forcément évident parce qu'ils ont aussi la vie privée, la vie professionnelle, ils ont tout ça aussi à gérer à côté. Et donc, c'est pour ça qu'on essaye de faire valoir le fait qu'il faut qu'il y ait des structures, des réseaux qui les accompagnent et qui soutiennent ces petites associations-là parce qu'elles sont souvent seules, quoi. Ils sont souvent seuls, tous ces bénévoles. Et on le voit encore plus aujourd'hui, là, avec toute cette crise sanitaire. Parce qu'en fait, la petite association de bénévoles, les aides, on les a oubliées hein, pour l'instant. On ne parle pas d'aide pour les petites associations de bénévoles. Dès que l'association est employeuse, éventuellement, elle va pouvoir y faire appel. Mais l'association de bénévoles, elle est oubliée. Et elle va devoir arrêter ses activités dans les quartiers ou ailleurs parce que pour l'instant, il n'y a pas une vraie reconnaissance de cet engagement bénévole. Là, je pars un peu sur autre chose, mais je trouvais que c'était important de le rappeler sur le financement aussi, quoi. Non, c'est tout à fait juste, Armel. Aurélie intervient dans le chat en disant qu'effectivement, sur le DLA, là, puisqu'on en a un peu parlé, quand on fait un DLA, ça bouscule une asso. Hein. Ça dépend du thème, comment on choisit son expert, mais ça peut. Voilà, ça remue, quoi. Voilà, c'est le terme qui est employé par Aurélie. Ouais. Oui, exactement. Donc, moi, en fait, je suis chargé de mission financement, mais quand je vois comment travaillent mes collègues chargés de mission DLA, c'est vrai que voilà, ils sont déjà. Voilà, ils vont travailler avec la structure. Ça, c'est important. Il faut que voilà, le représentant de la structure veuille en fait travailler avec nous, parce que sinon on peut rien faire en fait. Et donc voilà, ça permet de bousculer les choses. Le DLA va rencontrer le représentant de la structure, il va y aller à la rencontre des salariés aussi de la structure. Il va à la rencontre aussi des représentants du conseil d'administration. Et donc, pour travailler ensemble et voir comment trouver une solution en faisant intervenir le consultant derrière. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Les dernières questions avant de se quitter. Je vous rappelle hein, que les supports vont être mis en ligne, que vous pouvez après prendre contact évidemment directement avec Abdel ou avec Armel, et selon vos territoires, selon les équivalents, puisque la Ligue d'enseignement est dans tous les départements, et puis aussi vous êtes répartis au niveau géographique pour France Active Bretagne. Donc, pareil, hein, sur le site de France Active, hein, vous verrez par territoire les référents
qui peuvent vous accompagner sur la partie financement, DLA, DASES ou fonds de confiance. Mais Oh, pardon. non, je t'en prie, Armel, vas-y. Oui, j'allais peut-être juste réagir par rapport au... dans le chat, c'est Marilyn, c'est ça, hein, Théophile, qui réagit un petit peu par rapport sur le fait asso employeur, asso non-employeur. Donc, c'est vrai qu'une association employeur, forcément qu'elle va pas être, on ne gère pas pareil une association employeur et une association de bénévoles. Quoique, quelquefois, on arrive aussi en pompier dans certaines associations parce qu'elles n'ont pas prévu qu'un jour, embaucher, je vais dire, c'est facile. S'il faut faire un licenciement ou si la personne s'en va avec des indemnités, quelquefois, ça n'a pas été prévu, ça n'a pas été, on va dire, ça n'a pas été prévu du tout, quoi. Donc, c'est sûr qu'une association employeuse n'a pas du tout le même fonctionnement qu'une association de bénévoles uniquement, mais c'est encore plus des bénévoles qui vont gérer, là c'est vraiment l'entreprise, le petit chef d'entreprise bénévole. Le conseil d'administration, c'est le petit chef d'entreprise bénévole qui gère une équipe de salariés et c'est là qu'il faut pouvoir monter en compétence et avoir les disponibilités pour gérer cette équipe de salariés. C'est toute la particularité du monde associatif, effectivement, qui sont des bénévoles qui chapeautent, qui dirigent des organisations parfois avec beaucoup de salariés. Oui, M. Drano, vous faites une remarque tout à fait pertinente, effectivement, sur les associations bénévoles sans emploi qui ont des prestataires avec des problématiques de gestion. Oui, ça peut arriver, effectivement. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut peut-être arrêter là. Je vous rappelle qu'on a le dernier atelier à 18 h sur les ingrédients pour une coopération, association, collectivité réussie. Ce sera le dernier atelier du 3e jour des assises. Voilà. Vous avez sans doute pas, j'imagine, suivi tous les ateliers, mais tout a été enregistré, il sera mis en ligne, donc vous pourrez revenir sur les sites et réécouter tout ce qui s'est passé pendant ces 3 jours depuis samedi matin. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et j'espère vous rencontrer un de ces jours en vrai, lors d'assises en réel, qu'on puisse vraiment les faire dans 2 ans ou 3 ans de ça. Merci pour votre participation. Merci beaucoup à Abdel Bellardi et à Armel Collin pour le temps passé à l'organisation de cet atelier. Merci. Merci à tous. Bonne soirée. Merci tout le monde pour votre écoute et voilà, on se tient à votre disposition, Armel et moi, si jamais vous avez des questions par la suite.